savoir, peut-on faire entrer une maladie psychiatrique dans un forfait tarifaire comme on le fait pour une appendicite? Nous verrons tout à l'heure les effets du nouveau système de calcul entré en vigueur depuis janvier. L'exercice physique pour commencer. Il est notre meilleur allié pour rester en bonne santé, on le sait. À force, le message devient lassant et culpabilisant pour ceux qui n'y arrivent pas. Des sédentaires qui représentent facilement un quart de la population. Et que fait-on dans ce pays quand les campagnes de prévention restent sans effet? On change de stratégie, on passe à l'action? Eh bien pas du tout. On les reconduit ou on ne fait rien. Il faut dire que le Parlement ne cesse de couper dans les budgets déjà faméliques de la prévention. Alors que pour limiter les dépenses de santé, on le sait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est pour cette raison que fin 2016, la Haute École de Santé du canton de Vaud a voulu démontrer qu'il est possible de mettre en mouvement n'importe quel réfractaire. Avec un pari un peu fou à la clé, la traversée des États-Unis à vélo. La preuve en images avec ce reportage signé Christophe Ingard. Allez Carla, souffle bien, mouline. Gros pignon, petit plateau, tranquillou. Hein? On n'est pas pressé, il reste 5 miles, c'est bien là. Tout est extrême pour Carla. Ça grimpe, il fait 45 degrés. Cette jeune mère de famille s'est engagée dans un défi de taille. Allez, Miné, hein. Tu m'aides, Francis, pour le... Hein? Eh Carla, c'est bon. C'est bon ce que t'as fait, oh. T'as fait un excellent job. T'as hyper bien roulé. T'as roulé avec sécurité, t'as roulé avec conviction, avec motivation. Voilà, faut que tu sois contente de toi, hein. Vraiment. Donc, à aucun moment, Carla, faut que tu sois mal à l'aise de ta prestation. Jamais. Sur les 4800 bornes, jamais. D'accord? Parce que ce que tu fais, ça fait avancer l'équipe. Bienvenue à la RAM, la Race Across America, l'une des courses à vélo les plus extrêmes au monde. La traversée des USA d'ouest en est. Une course en relais pour Carla, mais un sacré pari pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. J'ai toujours essayé, plusieurs fois, plusieurs choses. Et puis j'ai toujours laissé tomber, j'ai toujours arrêté pour X ou Y raison. J'ai jamais réussi à tenir quelque chose à la longue. Malgré que j'avais vraiment l'envie de faire du sport. L'envie, il était, la motivation, elle était. Mais avec la vie, les engagements et puis plusieurs autres choses, je finissais toujours pour laisser tomber. En effet, cette jeune mère ne bougeait pas beaucoup 8 mois avant la course. Étudiante, souvent assise, des horaires chargés. Impossible d'atteindre les recommandations de l'OMS, à savoir 2h30 d'activité physique modérée par semaine. Conséquence, un poids et une forme physique qui lui déplaisent. Surtout en étant femme, le rapport avec le corps, c'est pas forcément facile. Et oui, c'est complexe. Et du coup, le fait cette fois-ci de faire du sport et de renouer avec cela, de faire du sport dans le temps, ça fait que gentiment je fais la paix aussi avec moi-même. Le déclic, sa haute école propose gratuitement en septembre 2016 un programme de remise à l'activité physique pour ses étudiants sédentaires. Une salle de sport est spécialement aménagée. Carla est enfin motivée, tellement qu'elle accepte d'aller un cran plus loin et de participer avec 7 collègues à cette fameuse RAM. C'est vrai que c'était quelque chose que j'avais pas du tout pensé parce que justement j'étais là, mais je suis étudiante sédentaire, j'ai absolument pas le niveau. Donc déjà, si j'arrive à faire le programme pour les étudiants sédentaires, déjà bravo. Donc je pensais pas à ça pour ne pas avoir les qualités physiques nécessaires pour. Mais maintenant que je suis dedans, voilà, je suis contente. J'ai peur aussi, parce que ça va être quand même une course assez conséquente, mais très motivée. Même si on a l'envie de rester en bonne santé, il faut avoir le temps,
avoir réglé beaucoup d'autres problèmes dans sa vie pour effectivement mettre ça à son agenda. Et c'est peut-être là où on a des populations qui n'ont pas tout réglé globalement dans leur journée, dans leur vie, pour pouvoir mettre l'activité physique, aller courir, comme une priorité quotidienne de leur vie. Typiquement, c'est des gens qui ont compris le message, et ce n'est pas en leur rappelant le message qu'ils vont pouvoir en faire plus, c'est en leur donnant les moyens d'appliquer ces messages. Et cette personne-là, elle a malheureusement dans sa journée des difficultés à s'organiser. Et dans nos sociétés, si vous n'êtes pas proactif dans l'activité physique, vous serez quasiment sédentaire. On est actuellement dans nos vies, si vous ne vous organisez pas pour bouger, vous serez par définition sédentaire. Aujourd'hui, 25% de la population suisse n'est pas assez active. Un pourcentage difficile à faire baisser. La Haute École de Santé Vaudoise a toutefois fait le pari qu'avec une prévention très ciblée et un coaching sur mesure, il est possible de faire bouger même les plus sédentaires. Ok, 50 kg, respectez le coach. 3 fois 10 répétitions. On fait 1 ou 2 minutes de pause entre chaque série. Mets la mousse juste bien comme il faut. Ok. Et tu montes. Nickel. T'en fais encore une. Puis après on pose la barre et puis on va la charger correctement pour l'entraînement. Et le but c'est quoi? C'est de la transformer en sportive d'élite? Non, on veut montrer que de là où elle vient, elle peut aller là où elle va. C'est-à-dire qu'elle aura cette capacité à supporter un effort assez important régulièrement pendant une petite dizaine de jours, sans pour autant que ce soit délétère pour sa santé. Puis qu'elle y trouve la motivation nécessaire pour continuer à être une personne active régulièrement. Ouais. On y va parce que là on discute, mais des pauses à respecter. Alors on repart pour une série de 10, toujours la même chose, tu finis bien grand d'en haut et tu descends tranquillement en contrôlant le mouvement. Tac, et tu pousses, très bien. Légèrement engagé vers l'avant. Okay, super. De façon très simple, Kenny, qu'est-ce qui est le plus dur pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de se mettre à un entraînement comme celui-ci? Probablement la motivation, probablement la difficulté de venir à la séance. Je pense que les gens ont de la peine à... Si, la première fois, ils viennent parce que c'est nouveau et puis il y a le challenge. Mais après, dès la 2e, 3e semaine, c'est compliqué de se dire « Ah bah ouais, tiens, là, j'ai fait une grosse journée. Enfin, j'ai eu des cours, par exemple, toute la journée. Et puis, je dois encore venir faire cet entraînement. » Ok, t'es prête? Ok, on est à la fin de la pause. On attaque la dernière. Allez, tu vises entre 120 et 130 watts pour 4 minutes. Allez. Allez, 5 secondes. Va jusqu'au bout. Et c'est tout bon. Ça va? Dur à dire. Non, ça va. Au départ, je me souviens pour le vélo, au niveau de la selle, c'était... moi, je sais pas, au bout de 10 minutes, je pouvais déjà plus. Hein. Donc j'étais là, mais comment je vais faire pour tenir plus? Je ne me voyais pas arriver, mais après, voilà, avec le temps passe et on arrive. On a toujours le lundi qui est intégré avec l'entraînement. Avoir ces défis de la rame me permet justement de me dire il faut que j'aille, il faut que je me donne, il faut que j'aille m'entraîner tous les jours, que je suive bien le programme, que je donne le meilleur de moi-même. Ça me booste et je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important d'avoir du focus. Relever ce genre de défi, ça peut être aussi un moteur, pas forcément pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut être un moteur, une source de motivation pour continuer à avoir une activité physique régulière. Un encadrement intensif et une envie de se lancer un défi personnel. Telles sont les clés de la motivation de Carla. Mais à 4 mois du grand départ, au moment de chercher son vélo, on mesure le travail qu'il reste à faire. Chercher le vélo pour aller à la rame. Ok, ouais. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de vélo? Il m'arrivait enfant. Et puis là, en tant qu'adulte, de temps en temps, le dimanche, il y a quoi? Je pense que je roule plus depuis 5 ans. Et quand je roulais, c'était vraiment de temps en temps le dimanche. Alors voilà. Donc là, il est réglé comme sur le gabarit. Tout ce qu'on avait fait... Ouais. Okay. On a mis les pédales les mêmes que là-bas. La selle aussi. Alors, vous pouvez essayer. J'ai peur.
Le truc, c'est que dès que j'en fixe un, et dès que je fixe le deuxième, il faut tout de suite partir. Mais je vais vous tenir la première fois. Allez, volontiers. Vous pouvez enjamber le vélo, vous pouvez mettre tout le poids dessus. Merci. Vous avez cliqué là? Je crois, ouais. Vous pouvez essayer de changer de vitesse maintenant. Voilà. Ouais, j'ai vraiment... j'ai beaucoup à apprendre. Ah, mais ça va venir... c'est facile, quoi. Je veux dire, vous 4 allez mois, sentir la cadence au 4 bout mois, d'un ça vous moment. paraît suffisant par rapport à mon niveau? Bon, de toute façon, 4 mois... suffisant. Bon, je m'entraîne depuis septembre. Hein. C'est juste que j'ai encore beaucoup de travail devant moi. Disons, il y a beaucoup qui part de la tête, quoi. Si on a la volonté, on sait se faire mal, il n'y a pas de problème. On peut quasi tout faire. Mais c'est vrai, 4 mois, c'est court. Hein. La sédentarité menace aujourd'hui tout le monde, femmes et hommes de tout âge. Jamal, lui aussi, sait qu'il faut faire de l'activité physique. Mais à nouveau, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis plutôt un intellectuel, je dirais. Donc je suis souvent quand même assis dans des réunions ou tout devant un écran d'ordinateur. Donc ce qui fait que c'est vrai que depuis, par rapport à mon activité passée, surtout avant que je sois, je dirais, à l'âge adulte, ça a beaucoup changé. Donc je suis beaucoup plus sédentaire aujourd'hui. Donc je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit de porter ce type de montre, qui n'est pas une montre, qui va mesurer en fait en 3 dimensions vos mouvements du poignet. Poignet droite. 1800 citadins lausannois, comme Jamal, participent actuellement à cette grande étude scientifique pour mieux comprendre la sédentarité dans nos villes. Je suis né au Maroc, j'ai grandi en Algérie jusqu'à la fin, je dirais, de mes études secondaires. Puis c'est vrai que là, habitant un appartement dans une cité au 4e étage, sans ascenseur, pas de voiture au niveau du ménage, une grande famille d'une dizaine de personnes, il y avait quand même toute une vie et toute une logistique, je dirais, à assurer. Puis tout ça, ça se faisait vraiment à pied. Malgré quelques petits efforts, Jamal fait aujourd'hui partie de ces 25% de sédentaires en Suisse. Il pointe du doigt un autre facteur qui n'encourage plus les gens à bouger naturellement. Traverser des zones, je dirais, peu attirantes, voies ferrées, routes et compagnie, c'est vrai que c'est pas... Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, à laquelle j'ai renoncé, hein, de me déplacer, je dirais, autrement que par la voiture au travail. Donc, et puis ça fait 8 ans que c'est comme ça, oui. Donc c'est vrai que ça réduit encore l'activité physique que j'avais auparavant. Et ce n'est pas qu'une impression personnelle. Les études de population, comme celle à laquelle participe Jamal, sont en train de le prouver. Le lieu de vie a un impact important sur la santé. On voit, quand on regarde l'indice de masse corporelle dans cette ville, une distribution inégale, ou finalement très organisée. Finalement. À l'est, un couloir bleu qui suggère plutôt un poids favorable. Collectivement, les individus entre eux ont des poids plutôt favorables. Et en rouge s'allument des zones, des territoires, des quartiers très bien délimités, où on va reconnaître un problème de surpoids ou d'obésité qui, une fois de plus, est partagé par les résidents du quartier. Et c'est pareil, probablement pour le sport et la sédentarité, ça se localise dans des régions précises. Alors, parfois oui, c'est ce que nous essayons de démontrer, c'est que l'indice de masse corporelle, il y a différents facteurs qui vont influencer. La sédentarité est un des facteurs, et typiquement, nous sommes en train d'observer que une région qui montre un phénomène de surpoids ou d'obésité correspond également à une région, un territoire, des quartiers où les gens sont plutôt sédentaires. Mais pourquoi, selon vous, selon où on vit, on va faire plus ou moins de sport? Alors, une fois de plus, lorsque vous êtes entouré de voisins où la tendance est de faire du sport, vous l'avez peut-être constaté, vous n'allez pas tarder à acheter une paire de baskets et aller courir aussi, simplement par mimétisme. À l'inverse, si la tendance est plutôt à ne pas faire de sport, aller faire du sport sera peut-être pas totalement naturel dans ce contexte et vous n'allez peut-être pas épouser cette activité physique.
Donc on comprend en fait quand le mimétisme et l'accès à des soins ou des structures, le lieu de votre résidence va en fait déterminer votre état de santé. Les observations menées sur de larges populations, comme l'étude lausannoise Colos, montrent à quel point la condition physique n'est pas qu'une question de volonté et de responsabilité individuelle. Le contexte, les incitatifs, les infrastructures, le revenu, bref, tout l'environnement peut être un frein ou au contraire un formidable moteur. Carla incarne bien les jeunes femmes contemporaines. Elle cumule de nombreux obstacles à la pratique d'un sport. Elle a un enfant en bas âge, elle a repris des études, donc peu de temps, un budget serré et beaucoup de stress. C'est dans ce contexte que le dispositif mis en place par sa haute école de santé va déployer toute sa magie. Voilà maintenant 6 mois que Carla s'est remise à l'activité physique. Nous sommes à 2 mois de la course, mais sa vie n'est déjà plus la même. Qu'est-ce qui a changé en matière d'alimentation depuis que vous avez repris de l'activité physique et du sport? Je suis beaucoup plus zen à ce sujet. Avant, je faisais un écart dans mon alimentation, je culpabilisais, j'étais pas bien avec moi. Ça me pesait vraiment. Je fais un écart aujourd'hui, peut-être je mange trop, mais je sais que demain je suis au sport et puis que je vais compenser mon écart. J'ai du travail encore, mais je me sens beaucoup mieux par rapport à ça, psychologiquement. Mieux avec mon corps, mieux avec ma tête, la confiance en moi-même aussi. Et puis le bien-être tout court. Ouais, beaucoup plus légère, à beaucoup de niveaux. Ici non plus, le voisinage n'encourage pas à la mobilité douce. Mais Carla est happée par le défi de la rame. Elle s'achète même un vélo pour ses trajets quotidiens. Il faut s'entraîner. Elle a rendez-vous aujourd'hui en médecine du sport au CHUV. Objectif, mesurer son état de santé avant le grand départ. Ta forme du jour sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens? Ok, je me sens bien. Donc je vais Tu dire... dois la chiffrer. 8. Parfait. Et ta motivation pour le test, ta motivation pour tout donner, 10. 10. Ultra motivé. 10. 1, t'as pas envie d'être. 10. Donc, tu te souviens du programme? Poids, taille, circonférence, masse grasse. Ensuite, on s'équipe pour le test et puis tu te motives pour tout donner. Ok? Tu peux monter. Mon Dieu. Ok. Comment tu te sens, Carla, après ces plusieurs mois d'entraînement? Je me sens mieux, plus en forme, mais un peu choquée par le poids. Mais je pense que c'est normal, le muscle que je prends. Parce que le poids n'a pas beaucoup baissé? En tout cas. Non, il a pris, il a monté. Mais voilà, c'est le muscle, n'est-ce pas? On va mesurer tout ça. J'espère, en tout cas. Donc là, on est 236 jours après le premier test. Okay. Ton poids a augmenté de 2,6 kg. Okay. L'Organisation mondiale de la santé te dirait que tu es aujourd'hui en surpoids. C'est fou quand même. Carla est officiellement en surpoids, mais l'explication est simple. Elle a pris du muscle et le muscle pèse lourd. Le fameux rapport poids-taille, ou BMI, nous induit donc souvent en erreur. Moi, je trouve hyper intéressant comme cette pression sociale du poids et de l'esthétisme aussi. Elle va à l'encontre de ce qu'on connaît actuellement qui est bon pour la santé fonctionnelle et la santé à long terme. Allez, courage, c'est important ce matin. Allez, on passe à 190 watts. Allez, Carla, tu donnes tout ce que t'as. Allez, on pousse. Allez. Allez, Carla, on pousse encore. C'est important là. Encore, 30 secondes. Mieux que le poids ou le BMI, on mesure ici le VO2 max, ou consommation maximale d'oxygène. Un excellent indicateur pour évaluer la performance potentielle. Carla doit pédaler jusqu'à l'essoufflement. Excellent. Alors, Carla, tu peux venir voir. Le plus grand changement, c'est sur l'aspect performance en vélo. Je veux dire,
elle a augmenté la cylindrée de son moteur, elle a amélioré la transmission de l'énergie de son moteur au vélo. Ça, c'est tout ce qui est efficacité de pédalage. Et puis, ce qui lui permet que quand son moteur, qui a gagné quelques centimètres cubes, travaille à plein régime, de très bien envoyer de la puissance dans le pédalier. Et puis ça, on a des augmentations en 8 mois de passer 40%, donc c'est absolument extrême comme progrès. Est-ce que Carla est prête à faire une course ultra? On va dire il y a 8 mois, c'était déconseillé de le faire. Et puis là, on peut vraiment apprivoiser et imaginer la course que, vu le niveau actuel et vu les routines d'entraînement, ça peut très bien se passer. Ça va très bien se passer. J'espère. Suivi médical, coach et salle de sport aménagée pour l'occasion. Ce qui est sûr, c'est que la Haute École de Santé Vaudoise a mis le paquet pour que Carla et une poignée d'autres se remettent au sport. C'est clair que si on regarde comme ça, de manière très froide, oui, c'est un mauvais rapport coût-bénéfice parce que ça demande plus d'investissement par personne touchée par le programme. Maintenant, c'est comme tous les programmes de prévention. La prévention, ça fait toujours... on n'a pas envie de le faire parce qu'on ne voit pas le résultat tout de suite là, maintenant. Et puis, c'est vrai que c'est après un peu tard, une fois qu'on commence à avoir les problèmes de santé liés à la sédentarité, qui sont là pour dire « Ah bah tiens, on aurait dû faire de la prévention ». Donc, probablement, mais c'est une hypothèse, mais probablement que des programmes comme ça et puis la multiplication de ce genre d'initiatives, ça permet à très long terme d'avoir un impact sur le coût de la santé, puisqu'on sait qu'on va diminuer le risque de certaines maladies. C'est vrai que, a priori, l'investissement de base est plus important. Mais finalement, le bénéfice à court, peut-être moyen, long terme, sera également plus important. Vous allez éviter des maladies chroniques qui vont coûter plus cher pour cette personne ou ces 2-3 personnes. Puis ce qui est important et qui est suggéré avec nos travaux, c'est lorsque vous changez le comportement d'une personne, celle-ci va également pouvoir changer le comportement d'autres personnes. Donc elle va être le relais de changement de comportement. Bien fait donc pour la société et très rapidement également pour l'individu. Cette équipe de biologistes a plongé son regard dans les microscopiques cellules musculaires. Elle a découvert que même les seniors qui n'ont jamais fait de sport sont capables d'augmenter le nombre et l'efficacité des mitochondries, les usines à énergie de nos cellules. Et cela au même niveau que quelqu'un qui fait du sport depuis toujours. Oui, on peut se mettre au sport sur le tard et en avoir des bénéfices, que ce soit globaux ou que ce soit dans le muscle, ça c'est ce que nous on regarde, bien qu'on n'en ait jamais fait dans sa vie. Mais maintenant on ne peut pas dire qu'est-ce qui est mieux, combien il faut en faire, etc. Ce qu'on a remarqué de nouveau dans nos études, c'est qu'un peu, c'est toujours mieux que rien, et qu'on en a déjà des bénéfices en faisant un peu d'activité physique. Maintenant que les recommandations, c'est quand même d'en faire relativement régulièrement, etc., etc. Donc il ne faut pas se donner l'excuse d'être sédentaire toute sa vie, puis de toute façon je me rattraperai plus tard. Ce qu'on voit simplement, c'est qu'on a des capacités d'adaptation aussi plus tard. Peut-être t'en prends 2, je dirais ouais, celle-là, puis celle-là. Vous n'avez pas fait du sport jusqu'à aujourd'hui et vous avez envie de vous y mettre, eh bien votre muscle va répondre à ce stimulus, comme on dit, et puis il va s'adapter. Donc voilà, ça c'est sûr, quel que soit votre âge. Voilà des faits rassurants. Mais au moment de faire ses bagages, à une semaine de la course, Carla doute encore de ses capacités. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Complètement Banané. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour savoir comment empaqueter son vélo pour l'aéroport. Alors, démonter, donc dévisser la pédale. Ça va, Carla? Non. Heureusement qu'il y a des tutoriels sur YouTube. J'ai une clé de 6. C'est pas ça? Ouais, c'est juste. Pensez à dégonfler votre pneu arrière. Voilà. Et qu'est-ce qui vous fait le plus peur avec cette course? Ça va être des températures auxquelles on n'est pas du tout habitué. Et je ne sais pas comment je vais réagir, comment je vais pouvoir donner le mieux de moi-même dans ces conditions extrêmes. Donc là, maintenant que ça s'approche, je commence à avoir un peu peur des conditions. Attrapez votre vélo et vous venez le placer
Oh, C'est impressionnant. je sens que ça va péter. C'est en train de péter. 13 juin 2017. Enfin le grand départ. Orage, canicule, montée interminable. Carla avait raison. Même en équipe de 8, cette course est celle de tous les superlatifs. On fait le changement, on bat de la descente. Go, 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 go. Carla roule des dizaines de kilomètres chaque jour. Il y a cette sensation que j'oublierai jamais, c'est que même si les relais étaient très très durs, je me posais plein de questions dans ma tête. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas ma place, j'ai pas la condition physique. Voilà, pendant l'effort, c'est vraiment dur. Ça a été vraiment dur psychologiquement pour moi. Mais à la fin, quand on termine et on passe le relais aux collègues, cette fierté d'avoir accompli quelque chose, d'être arrivé au bout, ça c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. À la fin, on est vraiment content. C'était une grande leçon de vie pour moi. Au final, l'équipe de la Haute École de Santé Vaudoise traversera les États-Unis en 7 jours et 12 heures. Carla était de loin la moins sportive, mais elle est elle aussi sur la ligne d'arrivée. On l'a fait, putain! On a traversé les States! On a traversé les States! Mon objectif, c'était de gagner cette envie de faire du sport et j'ai beaucoup appris avec tout l'encadrement qu'on a eu en septembre. J'ai des bonnes bases pour continuer. Maintenant, je sais que je peux, que j'en suis capable et que ça tient qu'à moi. Quand on aura participé à la rame, on aura fait une partie du chemin. Ce qui sera intéressant, c'est de voir Carla une année après, 2 ans après, 3 ans après. Est-ce que c'est une personne qui continue régulièrement à être active? Peut-être qu'elle fera plus que ses déplacements à vélo en ville, mais ça sera déjà un pari réussi, parce qu'elle se sera mise à faire une activité régulière. Puis on sera content avec ça. Donc du coup, là, vous êtes à l'aise. Carla a brillamment relevé le défi sportif. Mais le but de ce reportage était également de savoir si un coaching très ciblé pouvait durablement changer la vie. Pour conclure, nous l'avons donc retrouvée plusieurs mois après son retour des États-Unis. Carla est actuellement en stage comme infirmière dans un établissement médical à quelques kilomètres de chez elle. La routine a repris, avec ses horaires chargés. Mais il y a ce petit truc en plus, qui laisse penser que rien ne sera exactement comme avant. J'ai encore du chemin, mais ça devient de plus en plus un plaisir. Moi, j'adore maintenant prendre le vélo et puis aller dehors et puis faire des parcours, profiter de ce beau temps en même temps que je suis en train de faire du sport, me vider la tête. Ça devient vraiment un plaisir. Et ça, vous pensiez que c'était possible il y a 1 an? Non. Entre la découverte d'un plaisir insoupçonné et l'effet rémanent du défi sportif, la jeune femme a toutes les chances de tenir bon sur la durée. Elle a intégré le vélo comme moyen de locomotion quotidien et elle va en salle de sport 3 fois par semaine. La morale de cette histoire est un plaidoyer pour une santé publique de précision, avec les moyens de faire une prévention vraiment ciblée, quartier par quartier, communauté par communauté. Un petit investissement aux grands effets sur l'épidémie de diabète, de cancer et de maladies cardiovasculaires. Enfin, si vous avez envie de voir l'intégrale de la course à travers les États-Unis, le film de l'ESSAV, la Haute École de Santé, est sur la chaîne YouTube de 36.9. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des DRG entrés en vigueur en 2012. Ce concept, venu des États-Unis, consiste à déterminer un forfait par cas. On fixe une valeur par diagnostic et puis l'assurance verse cette somme forfaitaire pour l'ensemble du traitement. On sait en principe ce que va coûter la pose d'une prothèse de hanche ou l'ablation de la vésicule biliaire. Le diagnostic est clair et le traitement standard. Épargnée jusqu'ici, la psychiatrie a dû s'y mettre aussi depuis le 1er janvier. Ce nouveau système tarifaire, baptisé TARPSY, inquiète. En effet, dans la maladie psychiatrique, le diagnostic est difficile, incertain. Il faut souvent du temps pour le poser, rien à voir avec une hernie ou un calcul rénal. Et comment déterminer à l'avance combien de temps il faudra hospitaliser une personne pour une dépression sévère ou pour une psychose? Jacques de Charrière avec Ventura Samara.
Nous l'appellerons Jean-Luc. Cet homme sait depuis très longtemps qu'il a dans la tête quelque chose qui ne va pas. Une de ces maladies qui ne se voit pas, que l'on n'avoue pas. Elle lui a fait perdre son travail, elle lui a pourri la vie. Enfin décidé à se soigner, il a pris rendez-vous ce matin dans une clinique psychiatrique genevoise. Saloperie. Je prenais de temps en temps. De temps en temps. Ça calme. Moi, ça me donnait une sorte de petit coup de fouet. Néanmoins, vous pensez que ça a modifié quelque chose dans votre cerveau? Et plus certains calmants. C'est comme si j'avais trahi la vie qu'on m'a donnée, une chance qu'on m'a donnée. Voilà. D'accord. Et pour vous j'ai envie de me foutre un poing dans la gueule. Voilà. D'accord. Donc vous êtes très fâchés entre vous. Ouais. Encore aujourd'hui? Ouais. Je suis aussi responsable. Il n'a jamais été traité autrement que par des médicaments. Mais la chimie, pas plus que l'alcool, n'ont soigné sa maladie. Cette personne qui n'a pas reçu les soins comme elle aurait dû les recevoir se retrouve à avoir une vie qui a pris un tout autre chemin. Donc ça a des conséquences pour l'entièreté de sa vie et ça a des conséquences financières pour l'entièreté de la société. C'est depuis... Malheureusement pour Jean-Luc, depuis le début de cette année, les hôpitaux psychiatriques ont basculé dans un nouveau système tarifaire, le TARPSY, moins favorable à certains traitements. La réforme ne concerne pour l'instant que les patients hospitalisés. Elle veut appliquer au domaine psychiatrique un modèle budgétaire élaboré pour les hôpitaux généraux. L'ancien directeur financier du CHUV a fait partie des spécialistes chargés de mettre au point cette nouveauté. La psychiatrie représente environ 8% de l'hospitalisation. Donc, si vous voulez, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on s'est avant tout préoccupé de l'hôpital général, des soins somatiques qui représentent la grande masse des dépenses. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, la psychiatrie n'avait pas été sous les feux de la rampe. Maintenant, plus rien n'échappe à la logique de baisse des prix que souhaitent les assureurs maladie, quelquefois avec raison, d'autres fois un peu moins. Et donc, la psychiatrie devait faire le pas à cause des pressions budgétaires qui s'exercent sur elle aussi. Le principe est simple. Chaque maladie est censée avoir un coût déterminé. En fonction du diagnostic, on vous range dans une catégorie de coûts. Chose assez logique pour les cas somatiques. Si vous avez une appendicite, on sait exactement quelle opération, quelle anesthésie, quelle durée d'hospitalisation il faudra. La facture est prévisible. On peut vous étiqueter. Mais pour les maladies mentales, c'est autre chose. Comment prédire les besoins en traitement d'un cas psychiatrique? Nous sommes à la direction des finances des hôpitaux universitaires de Genève, qui appliquent désormais le TARPSY. Les inventeurs du système ont analysé des milliers de dossiers pour essayer de faire correspondre des diagnostics psychiatriques avec des coûts. Ils sont parvenus à une vingtaine de catégories, déterminant une vingtaine de tarifs. C'est quelqu'un qui est une personnalité borderline, on appelle ça. Ça donne un tarif déjà? Alors oui, tout à fait. On va donc grouper notre cas et ça va nous donner déjà le tarif dans lequel va basculer ce patient. C'est-à-dire? Là, aujourd'hui, on est dans un TP 28B. Et je ne vais pas vous donner le tarif, mais on y est. On l'a, nous on l'a, mais c'est la facturation qui va nous le donner. Voilà. Ces tarifs disent combien vous êtes censé coûter par jour. Et ils sont dégressifs. Les assurances remboursent une somme qui diminue un peu chaque jour, au demeurant pour de bonnes raisons. Ce qu'on a constaté en analysant les données
des hôpitaux eux-mêmes. C'est que plus le patient reste à l'hôpital, plus il coûte moins cher par jour. Par rapport à, par exemple, prenez une crise de schizophrénie d'une quinzaine de jours, il va y avoir un traitement intensif, on va mettre beaucoup de ressources pour ce patient, il va sortir, entre guillemets, relativement rapidement, mais il aura coûté très cher à la journée. Maintenant, prenez un traitement où vous avez des patients psychiatriques qui ne peuvent pas forcément retourner à domicile, donc ces patients restent à l'hôpital. On va plutôt faire des traitements très légers, ils vont surtout être là pour manger, pour des questions de socialisation, mais pas tellement sur des traitements intensifs, donc ces journées-là vont coûter bien meilleur marché à l'hôpital. Seulement voilà, ces tarifs dégressifs, basés sur une estimation de la durée de traitement nécessaire, incitent les hôpitaux à faire sortir leurs patients le plus vite possible, ce qui n'est pas toujours cohérent avec les besoins de la psychiatrie. TARPSY fonctionne sur un système de, il y aurait une urgence immédiate, et puis chaque jour qui passe, l'urgence diminuerait. C'est faux en psychiatrie. Vous pouvez avoir effectivement une urgence immédiate, puis ensuite qui diminue tout de suite, puis après tout de suite derrière une autre urgence immédiate parce que vous voyez émerger un autre trouble. Le diagnostic ne prédit pas l'évolution. Hein. On ne sait rien en ayant posé un diagnostic X de combien de temps on va avoir besoin à l'hôpital pour traiter la phase aiguë de ce trouble, de savoir s'il va y avoir des complications ou pas, et au fond quel sera au fond le cheminement de la personne dans sa maladie et dans finalement son rétablissement aussi. La prise en charge d'une anorexie sévère, par exemple, est d'abord physiologique. Une patiente doit reprendre du poids. Il faut surveiller que son cœur et ses reins continuent à fonctionner. Cet épisode ne coûtera pas grand-chose. Le véritable effort thérapeutique et les frais qui en découlent viendront plus tard. C'est toute l'histoire de Jade, chez qui la maladie s'est déclarée vers l'âge de 12 ans. J'ai commencé en fait à de moins en moins manger et je sentais que lorsque je mangeais moins, je me sentais mieux. Et c'est arrivé au stade où je mangeais plus. Je fais des mois en mangeant par exemple que des blancs d'œufs et d'autres fois je mange pas. Et après des crises sont apparues où tout à coup il y a le mécanisme inverse qui se met en... Il y a une perte de contrôle et je mange tout ce qui m'apparaît sous la main. J'ai l'impression que ça soulage. Sauf que c'est insupportable de me sentir vide et ensuite c'est insupportable de me sentir remplie. Donc il n'y a rien qui va. Souffrance, tentative de suicide. Des années d'errance s'écouleront avant que Jade ne se retrouve à la clinique Belmont. Elle a alors 25 ans. Elle va comprendre ici que son trouble alimentaire cache des problèmes plus profonds. Super blessant. Tout ce que le trouble en fait apaisait quelque part, parce que ça c'est comme un sparadrap, ça apaise tout le chenille qu'il y a dedans, tout le pu qu'il faut faire sortir et qu'on ne sait pas qu'il est là. Et dans les autres endroits où j'étais allée, il me faisait manger de force ou il me laissait sortir une fois que la date X était passée, mais le truc à l'intérieur il n'était pas soigné, donc j'arrive dehors, je suis paumée pareil. Et là, ils m'ont dit, bon bah il faut d'abord stabiliser le symptôme, c'est-à-dire, en l'occurrence, en ce qui vous concerne, c'est le comportement maladif, pour qu'ensuite on puisse avoir accès à ce qui est en dessous. Mais ça va être super dur. Oui, ça va être terrible. Et tout ce que vous avez fui jusqu'à maintenant, bah, ça va venir. J'ai dit d'accord. Vous vous rebellez parfois? Je hurlais. Je hurlais. C'était... Ça m'a l'air d'être une autre vie maintenant. Mais je hurlais, je me tapais la tête contre les murs. Et je me souviens de... Je me souviendrai toujours de ces visages qui m'ont en fait tenu la tête pour pas que ça tape contre le mur. À cette époque-là, à ce moment-là de ma vie, ça faisait 17 ans que j'étais en souffrance. C'est pas en quelques semaines qu'on peut enlever ça. Et moi, j'ai mis... j'ai dépassé les 8 mois. 8 mois. D'hospitalisation, vraiment à l'intérieur. Jade fera finalement plusieurs longs séjours avant d'entrevoir une guérison. Pour la directrice de la clinique qui l'a soignée, le TARPSY va compromettre ce genre de traitement.
Les tarifs dégressifs incitent l'hôpital, qui ne peut plus facturer pleinement la thérapie, à faire sortir le patient dans des délais trop courts. On ne pourra plus prendre en charge ces personnes-là de la même manière. Si vous souffrez par exemple d'une anorexie sévère, vous avez précisément 42 jours pour guérir. Alors le code, c'est le TP30C. Alors quand vous avez une personne qui doit pouvoir reprendre 25 ou 30 kilos, et que vous savez qu'à partir du 42e jour, ce qui vous sera donné par l'assurance chaque jour d'hospitalisation ne couvrira plus les frais et que chaque jour qui passeront, votre patient coûtera à l'établissement, c'est-à-dire que c'est l'établissement qui devra payer 20 francs, 50, 100 francs, 150 francs. Eh bien, vous vous rendez compte que la patiente, elle, va être en difficulté et en état de stress. Le soignant aussi. Et donc, qu'allons-nous faire? C'est vrai que l'anorexie ou la prise en charge d'un certain nombre de traitements particuliers n'a pas, à ce jour, été pris en compte, à mon avis, correctement. Et doit faire partie, rapidement, des améliorations de Tarpsy. Il n'y a pas que les anorexiques qui risquent de pâtir de la réforme tarifaire. Nous sommes dans la campagne fribourgeoise, où les services psychiatriques du canton sont installés. Micheline était déjà adulte, mariée, avec 2 enfants, lorsque son cauchemar a commencé. Pendant 2 ans et demi, j'ai eu mon beau-père m'a fait des attouchements, des abus sexuels, moraux et psychiques. Pendant 2 ans, j'ai rien dit du tout. Et je me suis mis dans l'alcool pour oublier. Et après 2 ans, j'ai dit la vérité et ça a tout cassé. Ça a cassé le couple. Ça a cassé l'entente avec mes beaux-parents qui vivaient dans la même ferme que moi. Et mes enfants aussi. Un jour, elle mélange beaucoup d'alcool avec des médicaments, ce qui lui vaut une première hospitalisation et un premier contact avec les psychiatres. Ça m'a fait une dépression plus un stress post-traumatique qui a été diagnostiqué assez rapidement. Elle va alors faire des allers-retours entre l'hôpital et différents foyers du réseau de soins fribourgeois, et cela durant des années. Le point d'ancrage hospitalier lui permettant d'avancer. Faire confiance à son thérapeute, ça prend parfois beaucoup de temps. Hein. Et pour ces troubles-là, on a besoin de temps. Et on a besoin de faire des allers-retours à l'hôpital. Et on a besoin, au fond, de s'essayer dehors. Et on a... voilà. Enfin, et ça, c'est un de mes soucis, c'est de savoir si le système Tarpsy nous permettra encore de nous payer ça. Pour Micheline, l'hôpital représente plus qu'un hôpital. C'est un refuge. Sa porte doit rester ouverte. Les médecins de l'AI ou les psychiatres, ils estiment qu'il me faut un cadre pour pouvoir avancer. Parce que si vous n'êtes pas cadré, qu'est-ce qui vous arrive? Il m'arrive que je peux recommencer à consommer. Je peux refaire des flashbacks dissociatifs. Je pars dans le passé et j'arrive pas à revenir à la réalité. C'est un effet dû au stress post-traumatique. Ce qui est sûr, c'est qu'en n'ayant pas toutes les conditions réunies nécessaires à sa sortie, on va fragiliser la stabilité psychique. Ça, c'est sûr. On va fragiliser ce processus et elle sera plus vulnérable, plus en difficulté. Imaginez-vous sortir de l'hôpital, vous n'avez pas de toit, vous êtes dehors, vous êtes dans un lieu d'hébergement urgent, vous pouvez y dormir le soir, mais toute la journée, vous faites quoi? Enfin, etc. quoi. Si jamais un jour on vous disait, écoutez, c'est pas possible, il faut aller voir ailleurs,
C'est clair que ça serait compliqué. Ce serait compliqué. Les populations vulnérables sont aussi celles qui consultent beaucoup aux urgences et qui ne s'inscrivent dans aucun soin, finalement continu, alors même que les problématiques sont chroniques et cumulatives. Au bout du compte, on n'aura rien gagné, je crois. C'est d'autres instances, les services sociaux, qui vont finalement pallier à certains types de marginalisation ou de désinsertion, évidemment. Le nouveau système tarifaire est pourtant l'aboutissement d'une volonté politique. Le Parlement aurait-il encouragé une réforme qui soulage la facture des assureurs pour alourdir celle du contribuable? L'Office fédéral en charge du dossier ne voit pas les choses ainsi. L'idée de contrôler les coûts de l'assurance maladie, c'est pas l'idée de reporter des coûts sur un autre agent payeur, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de dire, on essaye de trouver des moyens pour que la facture de l'assurance maladie n'augmente pas trop. L'idée, c'est que l'assuré reçoit le traitement nécessaire, le traitement qui est optimal pour lui, mais qui ne reçoit pas quelque chose qui n'est pas utile ou qui n'est pas nécessaire. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Les soins psychiatriques, c'est une part congrue de la facture des coûts de la santé. Donc on n'avait pas forcément besoin d'économiser sur les soins psychiatriques. Selon l'OFSP, en effet, pour l'ensemble de la Suisse, les hôpitaux psychiatriques ne représentent que 5% des coûts de la santé. Ce ne sont donc pas les soins prodigués aux personnes atteintes de pathologies psychiatriques qui alourdissent la facture. Dans ce domaine, peu de gestes techniques chers ou d'examens coûteux. Ce qui soigne, c'est le temps. Or, le risque est grand, avec ce nouveau système forfaitaire, de voir des patients sortir trop tôt de l'hôpital et rechuter, ce qui, in fine, coûtera plus cher. Les maladies psychiatriques peuvent frapper n'importe qui. Alexandre était marié, avec des enfants et un bon travail. Il avait même créé une entreprise qui marchait bien, lorsque sa vie a basculé. Le plus dur en étant patron, c'est la solitude. Vous avez beau avoir 10 employés et tout, mais vous restez quand même seul, maître à bord, et c'est très très usant à la fin, quoi. Et quand vous en pouvez plus, vous faites burn-out, après vous avez des angoisses carabinées. Et une des meilleures méthodes pour s'anesthésier, c'est l'alcool. Je buvais, ouais. Beaucoup? Beaucoup, ouais. Ah ouais. Énormément, je dirais. Jusqu'au point où les médecins m'ont donné 1 an d'espérance de vie à peu près, quoi. Laisser les battements du cœur se ralentir. Alexandre a un problème, mais il ne veut pas le savoir. Lorsqu'il accepte enfin d'entrer en clinique, il arrive avec une bonne dose d'alcool dans le sang et commence par ressortir. Je me suis échappé, je suis parti. J'ai fait, je crois, tous les bars depuis les Eaux Vives jusqu'au Paquis. Ils m'ont retrouvé au 8e étage d'un immeuble au Paquis, les pieds dans le vide, assis comme ça, sur le rebord. Et j'étais complètement pété, on peut dire ça. Et ils ont réussi à me faire revenir sur la terrasse et puis ils m'ont ramené à Belmont. Et là, ça va être long. Ah oui, oui, oui. Je peux boire. Oui, allez-y, bien sûr. Le premier séjour, ça dure combien de temps? Moi, je suis resté 9 mois. Je suis parti quand même 3 fois. Et puis les conséquences des rechutes à l'extérieur quand je quittais les soins étaient catastrophiques. Vous recommencez à boire beaucoup, énormément, et puis c'est une vraie catastrophe pour la santé, dans le psychisme, tout. C'est Armageddon, quoi. Je suis juste boire. Voilà. Rien ne semble plus simple qu'un diagnostic de dépendance à l'alcool. Mais le TARPSY, qui prévoit de combiner un diagnostic principal et un diagnostic secondaire, pourrait plonger le médecin dans l'embarras, car l'ordre des choses change complètement la donne. Si la personne est hospitalisée pour une demande de sevrage de THC ou d'alcool et qu'elle a un trouble anxieux, elle ne va pas être rangée dans la même catégorie
que si je dis qu'elle a un trouble anxieux et que nous allons devoir faire aussi un sevrage d'alcool ou de THC. Et la durée de séjour va changer du tout au tout. Pour la première catégorie, si je dis elle a un problème de dépendance au THC en premier ou une dépendance à l'alcool en premier, sa durée de séjour va être extrêmement limitée. Si je dis elle a un trouble psychique, dépression importante ou trouble anxieux majeur, et de plus, nous avons une problématique de dépendance, là, la durée de séjour va être beaucoup plus importante. Donc finalement, ça met le soignant et le médecin dans une posture de bricolage de diagnostic, à devoir connaître finalement par cœur les tableaux pour savoir qu'est-ce qui sera le plus profitable pour son patient pour obtenir le séjour suffisant, plus ou moins, pour arriver à donner à ce patient le temps nécessaire de pouvoir se remettre et acquérir tous les outils d'apprentissage pour retrouver une vie harmonieuse. En fait, on bosse hein, là-bas, c'est pas ouais, je suis en clinique tranquille, youpi. Non, non, on travaille énormément avec les psys, vraiment sur soi-même. Au nombre des curiosités introduites par le TARPSY, il y a la règle des 18 jours. Le nouveau système n'interdit pas à un patient de retourner en clinique après le premier traitement. Mais il exige que 18 jours se soient écoulés avant de pouvoir facturer pleinement un autre séjour. 18 jours, je suis d'accord que c'est ridicule. Et personne ne pourra vous expliquer pourquoi 18, 17, 19, etc. Mais je ne suis pas sûr, d'après, encore une fois, ce que j'ai entendu des spécialistes, que la solution de traitement au long cours d'addiction en hôpital soit une chose qui soit très profitable aux patients. Mais ça, c'est un débat qui n'est pas encore tranché. Et encore une fois, à mon avis, il n'y a aucune excuse pour pas soigner correctement les gens, même avec la règle des 18 jours, qui est, je suis d'accord, un peu aberrante, mais qui a été imposée. Maintenir le patient dehors alors qu'il aurait besoin d'être dedans peut avoir des conséquences pour lui-même et pour les autres. Alexandre garde un mauvais souvenir de certaines sorties qui l'ont fait rechuter. Chaque rechute assez violente, tous vos vieux démons ressortent. Je voulais casser une voiture de police. Voilà, quelle bonne idée, quoi, mais je vous dis pas. Alors un soir, j'ai pris mon skate. J'étais à rue de Carouge, au poste de Plainpalais. J'ai pris mon skate et je me suis acharné sur la voiture. Donc je cassais le pare-brise, la vitre avant, le capot. Et alors imaginez, je pense, la tête des policiers qui, devant eux, que je casse leur voiture. Donc j'ai sauté de la voiture et après c'est suivi, je vous laisse imaginer, quoi. Je me suis pas trop laissé faire. Alexandre écopera d'une peine de 6 mois de prison, à la suite de quoi le juge fixera une obligation de soins qu'il pourra suivre dans la même clinique. De quoi chasser ses démons. Aujourd'hui, pour lui, l'épisode n'est plus que de l'histoire ancienne. J'ai pu travailler sur la colère, sur tellement de choses où j'ai tout ce que j'avais appris l'année d'avant, tac, ça me devenait une évidence. Et donc, ces outils-là, il faut les comprendre. Et quand vous les avez compris, vous pouvez les appliquer. Et puis quand vous les appliquez, vous changez de vie, quoi. Tout devient plus facile, quoi. Une des choses principales qu'on ne pourrait plus faire avec quelqu'un comme Alexandre, c'est la durée de séjour à nouveau. Et donc de le mettre effectivement systématiquement en danger par rapport à sa durée de séjour. Avec des conséquences qui peuvent être quand même assez graves, puisqu'il a eu des pulsions de violence, par exemple. Alors, très très grave, puisque non seulement, effectivement, il a été dans des difficultés impulsives, sur lui-même et sur d'autres personnes. Donc oui, il en va de son diagnostic de vie. Moi, je suis très qualifié dans mon métier, mécanicien de précision. Mais j'ai envie de changer, quoi. Je sais pas, je vais faire plutôt style éducateur, vous voyez, pour les jeunes délinquants, quoi, qui fassent pas le même parcours que moi. Le TARPSY est censé évoluer.
On saura dans quelques années si le principe de la facture au diagnostic était finalement applicable aux maladies psychiatriques. TARPSY 2018, TARPSY version 1.0, comme on dit, c'est le mieux qu'on pouvait faire avec les données dont nous disposons aujourd'hui en psychiatrie. Et le résultat que nous avons aujourd'hui est pas le top, pas ce qu'on aimerait avoir en psychiatrie, mais suffisant et satisfaisant pour commencer. Aujourd'hui, Jade a 33 ans. Sa gratitude est immense envers ceux qui l'ont soignée. Non seulement ils m'ont sauvé la vie, mais sauvé vraiment la vie, je serais morte. Ils diront que j'ai fait le travail, que c'est grâce à moi. C'est vrai, c'est grâce à moi, mais j'aurais pas pu sans eux. Et à même avoir une qualité de vie, à même je veux plus mourir aujourd'hui. Jade a repris des études à l'université. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de ce que vous aimeriez retrouver comme qualité de vie ? Ces tarifs forfaitaires par cas ont pour ambition de maîtriser les coûts et de permettre une comparaison entre les hôpitaux pour promouvoir la concurrence. Pour l'instant, les DRG ont surtout apporté une standardisation des soins et engendré un monstre administratif. Quant au TARPSY, il va être testé durant 2 ans, une période pendant laquelle les enfants et les adolescents ne seront pas concernés, et heureusement, car le principe du tarif au diagnostic chez des patients mineurs pose de vraies questions éthiques. Peut-on vraiment enfermer dans un diagnostic des enfants et des jeunes dont l'identité est en pleine construction, qui changent, traversent des phases et peuvent guérir très vite s'ils sont bien suivis? C'est une vraie question à l'heure où les gestionnaires ont pris le pouvoir sur le système de santé et où la liberté thérapeutique des soignants rétrécit comme une vieille chaussette de laine dans de l'eau bouillante. Voilà, cette édition touche à sa fin. Au nom de toute l'équipe de 36.9 et du studio, merci d'avoir passé la soirée avec nous. Prenez soin de vous, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt.